Merci beaucoup, Dr. Mouzir. J'ai le plaisir de démarrer cette séance de 4 minutes. Comprenez ça. Donc, s'il vous plaît, scannez ce code-là pour pouvoir répondre aux différents QCM qui vont être présentés tout au long de ce cas clinique. Voilà. Donc, on va commencer. Il s'agit donc d'un patient âgé de 69 ans. C'est un homme, ancien tabagique, 40 paquets à nez, sevré depuis 15 ans. C'est un agriculteur qui a comme antécédent un trouble de rythme, une dyslipidémie avec un diabète mal équilibré sous insuline, bien sûr avec un traitement à visée cardiaque. Ce patient, son histoire remonte à février 2023, suite à l'apparition d'une dyspnée d'effort, donc il consulte en ville. Et vu la notion du tabagisme avec cette dyspnée d'effort, donc le premier diagnostic qui a été évoqué, c'est une BPCO, et le patient a été mis sous bronchodilatateur longue durée d'action avec des mucolytiques, mais sans aucune amélioration. Donc le patient reconsulte au service pour la même symptomatologie. Il était stable au repos, apnéique avec une saturation à 95% à l'air ambiant, mais ce qui a attiré l'attention, c'est la présence de râles crépitants aux deux champs pulmonaires. Et là, c'est un élément très important sur lequel j'attire l'attention, puisque fréquemment, on peut retrouver des patients qui sont considérés comme BPCO et qui ne s'améliorent pas, alors qu'à l'auscultation, donc, elle doit faire évoquer autre diagnostic ou bien un diagnostic associé. Donc, ces râles crépitants ont incité la demande d'une radiographie thoracique, dont voici le cliché. Donc, on note très bien la présence d'un syndrome interstitiel avec des images réticulaires au niveau des bases, diffuses. Et cet aspect-là, donc, a justifié la pratique d'un scanner thoracique. Donc, voici quelques clichés du scanner, donc quelques coupes scanographiques au niveau de la partie supérieure, moyenne et inférieure. Donc, d'autres coupes. Donc, si on essaie d'interpréter ces coupes-là, quelles sont les anomalies sur ce scanner-là? En fait, on peut répondre, sinon je peux passer directement au QCM. Donc, quel est le pattern scanographique chez notre patient? Donc, et c'est donc à justifier. Est-ce que c'est une pneumopathie interstitielle non spécifique? C'est une pneumopathie organisée? Une pneumopathie interstitielle commune, la PIC? Pneumopathie interstitielle commune indéterminée? Ou bien une association PINS avec pneumonie organisée? Donc, je reviens aux coupes. Oui. Voici les coupes. Donc, une PINS, une pneumonie organisée, une PIC indéterminée ou bien une PINS avec pneumonie organisée. Donc 13 réponses, 15. Il faut avoir les 50 réponses, Dr. Suissi, pour pouvoir passer. 30, ok. Donc on est encore à 20 réponses. Donc, pour voir les réponses. D'accord, donc la majorité sont pour la pneumopathie interstitielle commune indéterminée.
Donc si je reviens aux différentes coupes, donc on a des images réticulaires, on a des images de bronchectasie par traction. Donc c'est... Voilà, donc on a des images réticulaires, là, qui sont diffuses. On a des images de bronchectasie par traction. On a des images kystiques périphériques qui peuvent évoquer un aspect en rayon de miel. Et la distribution, donc est-ce qu'on a un cranion gradio-basal? Non, donc il n'y a pas de gradient crânio-basal. Donc on n'est pas dans le cadre de pics certaines, on n'est pas dans le cadre de pics probables, puisque ces deux entités, on doit avoir le gradient crânio-basal. On est donc dans le cadre d'une pique qui est indéterminée. Donc la PINS, on peut facilement l'éliminer, il n'y a pas de verre dépoli. La pneumonie organisée, on n'a pas de condensation, donc on est dans le cadre d'une pneumonie, d'une pique indéterminée. Donc au total, on est devant un tableau de PID fibrosante chez un homme âgé de 69 ans qui est ancien tabagique, multitaré, et le diagnostic positif d'une fibrose ou bien d'une PID fibrosante est facile sur le scanner, mais le problème donc réside toujours dans le diagnostic étiologique. Et là, l'enquête étiologique doit toujours répondre à cet aspect-là, donc cette fameuse pyramide. Donc à la base, on a un interrogatoire minutieux avec un examen physique qui doit être bien fait. Et à la partie supérieure de la pyramide, on a l'extrême, donc ce sont les examens invasifs, à savoir la biopsie chirurgicale, que ce soit pulmonaire ou bien des biopsies extra-pulmonaires. Donc on a repris l'interrogatoire, donc on va suivre cette pyramide, et on a interrogé le patient sur son exposition professionnelle. Donc il s'avère que c'est un conducteur de camion, il transporte le blé et d'autres grains au milieu agricole, et il signale qu'il n'a pas d'exposition directe. On a interrogé également le patient sur les signes extrathoraciques. Donc il s'avère qu'il a une sécheresse buccale sans sécheresse oculaire, notion d'arthralgie des deux genoux d'allure mécanique, lombalgie mécanique, et il signale également qu'il a une sensation de fatigue persistante. L'interrogatoire également a concerné la prise médicamenteuse. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments à part ceux cités? Donc le patient signale que ce sont les seuls médicaments, qui n'ont pas d'antécédents familiaux de fibrose. Donc quel diagnostic on peut évoquer? Une pneumopathie médicamenteuse, une fibrose pulmonaire idiopathique, une pneumopathie d'hypersensibilité, pneumopathie des connectivites ou bien d'autres diagnostics. Des diagnostics à évoquer donc, pour pouvoir avancer, donc on va voir chaque diagnostic qu'on va évoquer. Qu'on évoque en se basant sur l'interrogatoire du patient et sur les différents signes. Certainement, donc pour chaque diagnostic, il y aura des éléments pour et des éléments contre. Donc, pour les réponses, on peut évoquer la pneumopathie des connectivites, pneumopathie d'hypersensibilité et la pneumopathie médicamenteuse. Bien. Donc, on va détailler chaque diagnostic. Donc, pour la PHS, on l'évoque, effectivement, puisque le patient il est issu d'un milieu agricole dans lequel il travaille, mais il signale l'absence d'exposition directe en milieu professionnel. En plus, il n'a pas d'antécédents de tableaux aigus qui peuvent évoquer les diagnostics de PHS aigu. Et l'aspect scanographique, donc on n'a pas assez d'arguments en faveur au moins d'une PHS typique, on n'a pas l'aspect de 3-density sign, on n'a pas l'aspect de bronchiolite, bien qu'on n'a pas des coupes en expiration. On a pratiqué quand même une fibroscopie bronchique avec un lavage bronchiolo-alvéolaire, donc on nous trouve une prédominance macrophagique. Donc on n'a pas assez d'arguments en faveur du diagnostic de PHS. Pour la PID d'origine médicamenteuse, il faut toujours l'évoquer, surtout chez les patients qui sont multitarés, qui prennent assez de médicaments. Et pour ce patient-là, donc on a entamé une enquête pharmacologique, donc il a été adressé en pharmaco. Et après avoir étudié les différents médicaments, donc il n'y a pas
de médicament qui est directement incriminé dans la genèse de cette fibrose pulmonaire, bien que les pharmacologues donc, préconisent de substituer certains médicaments qui peuvent plutôt aggraver une fibrose préexistante, mais qui ne sont pas responsables directement de la genèse de cette fibrose. Pour la pédiconnectivite, donc on a pensé, puisqu'on a des manifestations extrathoraciques, donc une sécheresse buccale avec des polyarthralgies, et pour cela, donc, on a demandé un bilan biologique. On note qu'il y a des anticorps antinucléaires positifs 1 sur 1280, et le typage, donc on a des anti-RP 155. VSA 40 et à l'électrophorèse, on a une hypergamma polyclonale. Donc les anti-CCP étaient négatifs, de même que le facteur hématoïde. Donc pour cela, on a complété par une biopsie des glandes salivaires accessoires et on note qu'il y a une cyalédinite chronique stade 4. Avec un syndrome sec oculaire donc, qui a été objectivé par le test de Brick Uptime. Donc c'est un test qui peut quand même confirmer le diagnostic d'un syndrome sec oculaire. Donc le syndrome de Sjögren a été fortement évoqué, mais il faut voir les différents critères diagnostiques pour pouvoir retenir le diagnostic. Ce sont les critères de l'EULAR-ACR 2016 et la question qu'on va se poser, donc quels sont les critères diagnostiques selon ces critères-là du syndrome de Sjögren, une atteinte articulaire, un syndrome sec oculaire objectif, syndrome sec buccal objectif, des anticorps antinucléaires positifs quel que soit le typage, et la nécessité d'éliminer des critères d'exclusion. Donc, les critères diagnostiques de l'EULAR-ACR 2016, donc le syndrome sec oculaire objectif, syndrome sec buccal objectif et éliminer les critères d'exclusion. Effectivement, donc l'atteinte articulaire ne fait pas partie des critères ni des anticorps antinucléaires positifs, quel que soit le typage. Donc, il y a un typage bien précis pour pouvoir retenir ce critère-là. Voici les différents critères de l'EULAR-ACR 2016. Donc, il faut avoir objectivé le syndrome sec buccal, donc par la biopsie des glandes salivaires. Il faut avoir des anticorps antinucléaires anti-SSA qui sont positifs. Donc, chacune des deux va prendre un score de 3. Il faut confirmer ou bien objectiver le syndrome sec oculaire. Et il faut avoir donc un débit salivaire entier non stimulé. Donc, si on résume, donc un syndrome sec oculaire objectif, syndrome sec buccal objectif avec des auto-anticorps anti-SSA. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tous les critères là. Il faut avoir un score qui est supérieur ou égal à 4. Et ces critères-là, on ne peut les appliquer que si on a au moins un symptôme de sécheresse oculaire ou buccale. Et il faut bien sûr éliminer les autres critères d'exclusion qui sont les suivants. Donc, ce sont des critères en fait qui peuvent expliquer un éventuel syndrome sec, donc un antécédent d'irradiation TTQ, hépatite C active, maladie liée au HIV, sarcoïdose, amylose, maladie associée aux immunoglobulines G4, IgG4 ou autres. Chez notre patient, donc, tous les critères d'exclusion ont été éliminés, donc les sérologies étaient négatives, l'IDR et autres, et aucun critère d'exclusion pour notre patient, donc ce qui a permis de retenir le syndrome de Sjögren, puisqu'on a déjà les glandes salivaires, la biopsie des glandes salivaires, on a 3 points, et on a également donc la, si je reviens, donc peut-être sécheresse, donc on a la sécheresse oculaire, on a les biopsies des glandes salivaires. Mais il y a, une fois le diagnostic il est confirmé, donc il y a 2 questions qu'on doit se poser. Est-ce que c'est un syndrome de Sjögren primitif ou associé? Ça c'est un. Et deuxièmement, donc quel est le bilan de retentissement de la maladie, de l'atteinte respiratoire?
Donc, pour notre patient, donc c'est la même chose. Donc, le syndrome de Sjögren peut s'associer notamment à une PR, un lupus, des myopathies inflammatoires ou bien une sclérodermie. Et pour notre patient, il n'y avait aucun signe, donc ni clinique, ni biologique, qui évoque l'une de ces maladies. Donc, on est... Pardon? Anti-RP 155. Ouais. Et ça peut se voir en cas de sclérodermie, mais peut-être on n'a pas assez d'arguments donc, cliniques pour pouvoir évoquer ce diagnostic. Le bilan de retentissement, donc la spirométrie, on a une CVF qui est à 63% et à la gazométrie, on a une PaO2 à 68%. Oups. Donc quand même, il y a un retentissement respiratoire de la maladie. Et donc, quelle est la modalité thérapeutique qu'on va adopter en première intention? Une corticothérapie inhalée, un traitement immunosuppresseur, corticoïde oral à la dose de 1 mg kg, corticoïde oral à la dose de 0,5 mg kg, ou bien un traitement antifibrosant. Une seule réponse est juste. Hein? On préfère deux. Ou certainement, il y aura deux. D'accord. Et on a une seule. Hein? En fait, pour la réponse, donc, auparavant, donc, c'était un traitement corticoïde à la dose de 0,5 mg kg, surtout lorsqu'on n'est pas dans le cadre d'une atteinte sévère. Sinon, on passe à 1 mg kg si l'atteinte elle est très sévère. Sinon, donc, je pense qu'actuellement, donc, il y aura deux nouvelles recommandations pour lesquelles on recommande l'utilisation de traitements immunosuppresseurs en première intention. Je pense qu'on peut faire une petite pause, voilà, oui. intéressant par rapport à ça. Pour discuter, donc, à propos. Tout à fait. Donc, quelle serait la meilleure attitude thérapeutique par rapport à ce patient finalement? Si on se réfère aux dernières recommandations, on est plus dans la corticothérapie associée à notre immunosuppresseur. La corticothérapie, elle doit être toujours de courte durée, elle ne doit pas être prolongée, pas plus que 6 mois. Il faut d'emblée avoir un immunosuppresseur. Et dans les immunosuppresseurs, entre l'Humurel et le MMF, actuellement la tendance c'est plus MMF, non pas pour le Sjögren en tant qu'entité par rapport à ses manifestations peut-être systémiques, mais surtout pour l'atteinte interstitielle respiratoire où le MMF constitue l'immunosuppresseur de première intention par rapport à ces situations. Voilà. Absolument. Donc ça sera les immunosuppresseurs, MMF, associés à une corticothérapie. Oui, et peut-être pour revenir un peu sur le diagnostic de la fibrose idiopathique, pourquoi on n'a pas pensé. D'une part, donc l'aspect scanographique n'est pas typique. En plus, on a des manifestations extrathoraciques. Donc, on a les arthralgies bien que mécaniques. Et on a le syndrome sec buccal. Donc, c'est pourquoi on n'a pas pensé d'emblée. Oui, Inde. Antérieur. Qui peuvent évoquer le diagnostic d'une connectivité. Une expiration associée parce que je pense qu'il y avait un aspect quand même en mosaïque sur au niveau des bases. Au niveau des bases, donc il fallait faire une expiration associée. Et bronchiolite oblitérative, on la voit également au cours du Sjögren. Bon, effectivement, je pense qu'actuellement, donc, il faut plutôt demander systématiquement l'expiration pour les patients qui ont une PID. Parce que souvent, on est obligé de faire revenir les patients pour compléter les coupes expiratoires. Si on est derrière la console et qu'il y a un aspect typique d'une PID particulière, par exemple, si on a une UP, si on a une UP typique vraiment qui ne pose pas de problème, oui.
quand il y a un résident, peut-être quand on a un aspect qui n'est pas vraiment typique de quelque chose, oui, il est recommandé de faire l'expiration pour ne pas faire revenir les patients exactement. Effectivement, donc en dehors de l'UEP typique, donc il faut demander l'expiration. On peut avancer, je pense. J'ai fini. C'est fini. Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport au cas clinique, ce cas clinique? Peut-être les éléments sur lesquels il faut insister, c'est que les anticorps anti-SSA ne sont pas toujours obligatoires pour pouvoir retenir le diagnostic. Parce que fréquemment, avec les internistes, donc on a assez d'arguments, mais on a les anticorps anti-SSA qui sont négatifs et on nous répond que, puisqu'il n'y a pas de positivité de ces anticorps, donc ce n'est pas un syndrome de Sjögren. Et on va plus loin, on va dire à Maïa ce qu'elle pense. Par rapport à si c'est un anti-RO 52, est-ce qu'il faut exiger le RO 60? Alors, dans les critères ACR LARB 2016, ils mettent SSA, RO. Puis après, en fait, avec le développement des données sur immunologie, les recommandations françaises PNDS 2022, ils précisent bien que ce doit être le RO 60 qui est le critère pour le Sjögren. Alors je réponds pour l'anticorps, oui, on a des Sjögren sans anticorps, mais on a aussi des Sjögren qui n'ont pas de syndrome sexe subjectif. Et on peut utiliser les critères, quand ils ont un score SDAI, c'est-à-dire au moins une atteinte d'organes qui donne des points dans le score d'activité. Et l'APID donne déjà 5 points, quel que soit le stade. On peut aller jusqu'à 15 points quand on a un retentissement respiratoire. Donc le fait d'avoir une PID permet d'utiliser les critères ACR-là, sans syndrome sexe subjectif. C'est-à-dire que même les malades qui vous disent « j'ai pas de syndrome sexe », il faut pousser les explorations dans le Sjögren. Donc, je dis toujours pour ma BGSA. Merci. Oui. Docteur Lucille, je peux intervenir. Oui. Donc, la fréquence des anti-SSA ne dépasse pas 70% au cours du Sjögren, donc on peut avoir des anti-polymérase 3, des anti-ARN polymérase 3, qui sont décrits au cours de la sclérodermie, et puisqu'il a un Sjögren, ça peut être un Sjögren secondaire à une sclérodermie. Or, vous dites qu'il n'a aucun signe en faveur, pas d'atteinte digestive, pas d'atteinte cutanée, pas de sclérose cutanée. Il faut juste un détail sur les anti-ARN polymérase 3, ils sont décrits dans les formes paranéoplasiques. Donc Sjögren, faire attention, parce que s'il a des adénomes, peut-être qu'il est en... Voilà. D'accord. Merci.